Les métiers de l'informatique, c'est des langages de chaman. Les gens ne comprennent pas, donc à partir du moment où ils ne comprennent pas, ils sont capables de payer plus. Si des personnes vont et veulent travailler dans le public, il ne faut pas qu'ils s'attendent à des salaires élevés. J'ai entendu des parents qui disaient à leur fille « Non, ça c'est de l'informatique, c'est pas pour toi ». Le problème, c'est qu'ils ne demandent pas des profils jeunes. On se retrouve aussi dans des offres d'emploi sorties d'école, mais avec 5 ans d'expérience. Les formations qui sont non certifiantes, c'est risqué de le faire. Il peut y avoir une vraie perte de productivité à cause du télétravail. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus efficace si on peut demander de l'aide directement. On peut commencer pentester, on peut commencer même red teamer et finir en fait RSSI dans un groupe du CAC 40 à la fin de sa carrière. Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Innov Campus. Vous l'avez vu, le sujet est celui de la carrière en cybersécurité. On a essayé de vous apporter des réponses, mais surtout de ramener autour de la table des jeunes experts. Contrairement à ce que l'on fait d'habitude, l'objectif c'est aussi de donner la parole à cette jeune génération qui arrive sur le marché. Vous allez voir, ils ont des profils assez différents, ce qui va permettre aussi de discuter de la thématique de façon différente. Mais avant de commencer nos échanges, je vais leur permettre aussi de se présenter à vous et je commence par Steven. Bonjour à toutes et à tous. Donc Steven Carrier, président fondateur de la société Berops, diplômé en tant qu'ingénieur en cyberdéfense depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et donc plaisir d'échanger ce soir sur cette thématique qui m'est chère. Merci. Amine. Bonjour à tous, je m'appelle Amine Alkia, je suis en 2e année de bachelor informatique à Bordeaux Innov Campus et par ailleurs membre de l'équipe de France cybersécurité d'Innov. Je suis là pour représenter mon avis et celle des jeunes étudiants par rapport au lancement d'une carrière en cybersécurité. Merci. Édouard. Bonsoir. Moi, je m'appelle Édouard Abgral. Je suis un ancien militaire reconverti dans la cybersécurité. Je travaille en tant qu'auditeur sécurité pour Orange France et je suis en Master 2, expert cybersécurité à Innov Campus. Et Eve. Merci, donc Eve André Brenner. Ça fait 1 an que je suis diplômée et donc je suis sur le marché du travail chez Atos Eviden. Et donc spécialisée en cybersécurité, GRC, gouvernance, risque et conformité. Merci. Alors aujourd'hui, on a aussi un invité spécial, un peu mystère, qui est le petit chien, justement, d'Eve. Donc si vous l'entendez aboyer, c'est tout à fait normal. Il est également venu donner son expertise. Vous voyez, quand on vous dit que la cybersécurité est un secteur très large, on ne vous ment pas. Comme vous avez pu le voir, on a quand même plusieurs profils, puisque autour de la table, on va avoir des experts qui rentrent sur le marché, des personnes qui se sont reconverties, des étudiants qui ont peut-être des rêves de rentrer sur le marché de la cybersécurité avec beaucoup d'attentes, et aussi des entrepreneurs. Donc c'est génial. On a un représentant de chaque, et on va pouvoir donc débattre de qu'est-ce que c'est que la cybersécurité et comment on peut réellement réussir sa carrière. Avant de commencer, j'avais envie de parler de quelque chose dont on entend de plus en plus parler, celui du télétravail. Alors, moi, j'ai lu ce matin un petit article très rapidement, je ne sais pas si c'est une fake news pour le coup, mais il paraîtrait que suite à la fuite de données de chez Free aurait décidé d'arrêter complètement le télétravail de ses collaborateurs, de ses employés, ce qui est une décision en soi quand même assez extrême, dans la mesure où depuis le Covid, aujourd'hui, quasiment tout le monde travaille un petit peu en télétravail. Donc, j'ai voulu poser la question justement pour préparer cette émission déjà au public et je leur ai demandé est-ce que vous pensez que le télétravail est adapté au métier de la cyber ? On a 3000 experts quand même qui se sont prêtés au jeu et qui ont voté, avec 60% qui vous répondent oui, 12% qui vous répondent non et 28% qui vous répondent ça dépend. Moi, je voulais avoir votre avis, vous qui rentrez sur le marché du travail. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que le télétravail est adapté au métier de la cyber ? Alors, c'est une question, effectivement, on va commencer par une réponse un peu moins tranchée, peut-être que ça évoluera. Le ça dépend, il est plutôt intéressant, puisque effectivement, on va avoir le sujet déjà de la taille de l'entreprise, de la typologie de l'entreprise. Il y a des métiers dans la cyber qui vont être moins pris au sujet du distanciel et du télétravail. Je pense à la red team, par exemple, qu'on fait, où on est sur site, donc là, le télétravail, c'est juste pas possible. Pour autant, il y a des métiers où c'est possible et il y a aussi des profils qu'on ne va pas forcément pouvoir avoir sur place tous les jours et tu l'as mentionné à juste titre. Aujourd'hui, c'est presque rentré dans les mœurs, encore plus dans l'IT et donc dans la cybersécurité. Donc finalement, je pense qu'il est quasi impossible, sauf secteur particulier. On peut penser au secteur de la défense où là, effectivement, on a besoin de matériel qui sont dans des locaux, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il va être assez compliqué d'empêcher complètement le télétravail. On peut l'encadrer et puis, alors ça va plutôt être un avis personnel, mais
il faut aussi laisser la liberté aux gens. S'ils n'ont pas envie de travailler, s'ils ont envie de faire un peu n'importe quoi, de ne pas avoir d'hygiène numérique, que ça soit sur place ou chez eux, ça ne changera pas grand-chose. Donc c'est plutôt un travail de proximité, d'encadrement des managers, je pense, plus qu'une problématique technique. Eve, tu avais un avis? Oui, là-dessus, je suis d'accord qu'on soit chez nous pour travailler ou qu'on soit au travail, en fait, si les utilisateurs veulent utiliser leur effet personnel, enfin leur smartphone personnel, par exemple, pour se connecter à une adresse mail professionnelle et inversement, ce qui se fait aussi. Enfin, qu'on soit au bureau ou qu'on soit chez nous, s'il a envie de le faire, il le fera quand même. Donc, effectivement, notamment pour les pentesters, effectivement, c'est plus compliqué puisque certaines actions doivent être faites chez le client. Après, souvent, c'est des missions qui ne durent pas non plus sur la durée, donc le télétravail est aussi possible pour ces acteurs-là. Je pense après, c'est surtout un choix de si on préfère bosser avec ses collègues au bureau ou si on préfère travailler depuis chez soi. C'est vrai que moi, je partage votre avis pour le coup. Je pense que les cyberattaques n'ont pas débuté quand on a commencé pour le coup, le télétravail. Donc, c'est très simple. Même si on est sur site, ça n'empêche pas d'avoir des mails de phishing. Et si on n'a pas une bonne sensibilisation ou une bonne hygiène numérique, on va quand même cliquer sur un lien, qu'on soit chez soi ou qu'on soit sur le bureau. Mais par contre, je me pose la question, c'est vrai que pour vous, déjà moi, je n'ai jamais connu autre chose que le télétravail, pour être honnête. Vous, ça vous paraîtrait complètement impossible? Ou est-ce que vous accepteriez de travailler dans une entreprise qui empêche complètement le télétravail? Moi, je vais dire oui. Ouais. Je vais dire oui. Et effectivement, Eve a mentionné un point très important sur l'aspect humain. C'est-à-dire que oui, il est important, ça je le maintiens, d'avoir quand même une cohésion, des rencontres physiques avec ses collègues, ne serait-ce que pour les connaître, tout simplement. Donc il faut que ça arrive de temps en temps. Pour autant, je suis fermement opposé, quand il n'y a pas de contraintes techniques bien sûr, à interdire complètement le télétravail. Et si je devais retourner sur le marché de l'emploi, on va dire de l'autre côté de la barrière en tant que salarié, je ne choisirais absolument pas une entreprise qui interdit le télétravail. Je me pose la question parce que de mon expérience, j'ai eu un métier qui ne permettait pas le télétravail, du coup. Et il y a des côtés intéressants. La cohésion, déjà, dans un premier temps, mais en dehors de la cohésion et de connaître ses collègues, ce qui est intéressant, ça va être aussi la possibilité de s'entraider. L'émulation qu'il va y avoir quand on va être au bureau, que ce soit sur un problème, que ce soit pour des auditeurs qui essayent de trouver une solution, de passer par un chemin pour trouver une vulnérabilité, ou que ce soit pour d'autres. J'ai travaillé dans l'analyse de risque aussi avant. On peut plus facilement demander de l'aide, que ce soit au collègue qui est à côté ou derrière, plutôt que d'aller sur Teams, lui envoyer un message, dire est-ce que tu es dispo, peut-être qu'il n'est pas dispo parce que c'est le moment où il prend sa pause, ça prend un quart d'heure, pendant un quart d'heure je suis bloqué, j'ai demandé à quelqu'un d'autre, je vais appeler, on se voit pas. Je trouve que là-dessus il y a une vraie perte de, il peut y avoir une vraie perte de productivité à cause du télétravail. Alors, j'ai pas de chiffres particuliers, mais je pense qu'on est quand même beaucoup plus efficace si on peut demander de l'aide directement plutôt que de juste poser des questions par message en fait. Moi c'est mon avis là-dessus, et donc du coup faire 100% de télétravail, Ça dérangerait moi, ça me dérangerait pas plus que ça. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, évidemment, maintenant que ça fait 6-7 ans maintenant que le télétravail il est rentré dans les mœurs, ça va être hyper compliqué pour les nouvelles générations de retourner en arrière. Mais je pense que des personnes qui l'ont pas connu n'auront pas particulièrement de problème à réaccepter du télétravail, du travail sur site en permanence. Justement, toi, Amine, qui est le plus jeune d'entre nous, pour le coup, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu t'attends naturellement, de rentrer sur un marché de travail où on te permettra le télétravail? Personnellement, pour moi, ça dépend de la profession que l'on fait, si c'est un poste à responsabilité ou non. Je suppose que les postes à responsabilité, le télétravail n'est pas très autorisé, n'est pas très permis. Mais au contraire, si c'est une délégation d'une tâche ou quelque chose comme ça qui peut se faire totalement en distanciel, évidemment que la personne en question voudra être en télétravail. Et en plus de ça, j'ai lu des statistiques dernièrement, et apparemment, le télétravail touche beaucoup à la productivité des travailleurs, notamment parce qu'il y a des personnes qui font plus d'1 heure de trajet que aller-retour. Donc, ils peuvent mettre cette énergie-là autrement et en travaillant plus efficacement chez eux. C'est vrai que ça permet d'avoir un confort de vie, en fait. Je crois que c'est, comme tu l'as dit, c'est 1h30 de trajet, je crois, à Paris. C'est ça. En tout cas, autour de Paris, et ça reste quand même énorme à mettre sur une journée. Alors, moi, j'aimerais poser aussi la question des salaires. À combien est payé
personnes en cybersécurité quand ils rentrent sur le marché du travail et quelles sont les attentes qu'on a au bout d'une quinzaine, vingtaine d'années peut-être dans ce secteur. Je vais peut-être commencer par toi justement, Edouard, parce que toi, tu as fait une redirection, une reconversion. Si tu peux peut-être réexpliquer ce que tu as fait et pourquoi. Et donc, typiquement, quand tu es rentré sur le marché de la cybersécurité, est-ce que tu as eu des attentes salariales ? Alors, avant de faire ma reconversion, j'étais militaire. J'étais militaire à Pamiers dans le sud. J'étais parachutiste dans l'infanterie. Et quand j'ai quitté l'armée et que j'ai décidé de me réorienter vers la cybersécurité, il y avait un cap que je m'étais fixé, c'est que je voulais pas gagner moins que ce que je gagnais quand j'étais à l'armée. Je me suis dit, quitte à faire une reconversion, autant gagner autant, voire plus. Ce qui est plutôt logique. Le but, on va pas essayer de réduire son train de vie juste en changeant de métier. Et ça a été finalement très facile. Parce que même en tant qu'alternant, je gagnais déjà plus que ce que je gagnais à l'armée. Parce que les métiers de la cybersécurité, pour beaucoup, quelqu'un m'a expliqué ça quand je faisais ma reconversion, les métiers de l'informatique, c'est des langages de chaman. Les gens ne comprennent pas, donc à partir du moment où ils ne comprennent pas, ils sont capables de payer plus. Et du coup, c'est vrai que ça attire, on peut gagner bien sa vie. Je n'ai pas particulièrement de chiffres, combien j'attends. Je suis assez satisfait pour une reconversion, là où j'en suis déjà de ce que je gagne. Je sais que ça va aller que en s'améliorant au fur et à mesure, mais j'ai peur que les offres d'emploi, par contre, ne suivent pas. Étant donné qu'en fait, le secteur, maintenant, il se popularise de plus en plus. Les offres d'emploi, elles sont de plus en plus fréquentes, mais du coup, les offres d'emploi avec des salaires plus bas vont apparaître. On commence déjà à le voir pour certains métiers. Pour des analystes SOC, on peut avoir des offres d'emploi avec des salaires qui ne sont pas du tout compatibles avec les moyennes du marché. Et donc, du coup, à ce moment-là, on se pose la question si ça ne va pas devenir un secteur bouché et finalement avoir des salaires vachement plus bas, qui vont commencer à baisser et du coup devenir moins attractifs. Alors, il y a Yael, je pense, qui est d'accord avec toi, puisqu'il dit il y a beaucoup de mythes et de légendes urbaines sur les salaires et ou les rémunérations en cybersécurité. Ouais, ça m'étonne pas et tu as complètement raison, je pense, et on y reviendra sûrement tout à l'heure sur les sujets de formation, sur les débouchés, sur les choses comme ça. Autour du salaire, là où il y a encore, on va dire 5 ans, où la cyber est encore dans une grotte, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps que ça. Il était vraiment pas compliqué en sortie, on va dire à titre ingénieur, sans du tout démarcher, avoir de prétention, d'avoir 35 000 si on parle en chiffres, 35 000 annuels. Après, ça va aussi dépendre de l'endroit où on vit, bien sûr, mais grosso modo pour avoir un chiffre. Maintenant, aujourd'hui, on voit quand même, en tout cas, je vois de plus en plus de personnes sortir avec une valeur un peu plus basse. Pourtant, il y a eu l'inflation entre-temps aussi. Oui. Et ça tend effectivement à aller dans ce sens-là avec beaucoup de formations qui sont mises, donc beaucoup de personnes, comme tu dis, qui sont arrivées sur le marché. Une demande qui est toujours grandissante, ça, il n'y a pas de souci, mais aussi des personnes qui sont mises sur un marché spécifique et pas non plus tous les marchés de manière globale, ce qui fait que les disparités, en fait, ont augmenté. Donc, on a des métiers qui étaient de niche, qui se sont accentués encore plus de niche. Les gens veulent absolument pas y aller, etc. Et c'est vraiment des très passionnés. Je pense aux rivers, à toutes ces disciplines-là. J'admire les gens qui sont dedans parce que franchement, très motivés. Et à l'inverse, il y a des disciplines qui sont devenues un peu, et c'est aussi dit dans le chat, des mythes. Le pentester, typiquement. C'est la prochaine question. La personne qui peut casser tout. Et donc là, beaucoup de personnes se sont lancées sur le sujet avec aussi l'émergence des CTF dans beaucoup de disciplines. Et puis, en face de ça, on a aussi le spectre de GRC et de la partie aussi Blue Team, de tous ces aspects où des gens, du coup, qui ne souhaitaient pas forcément s'orienter vers l'offensif, mais plutôt vers la défensif, plutôt des fois même vers du juridique, du rédactionnel, il y a plein de métiers, et se sont retrouvés sur des métiers où le salaire a été tendu vers le bas. Maintenant, pour donner d'autres chiffres, il est complètement possible aujourd'hui de sortir avec des salaires à 40, 50 000 en sortie de diplôme sans trop de soucis. Ça va dépendre aussi, une fois de plus, la discipline dans laquelle on va. Et ça va aussi dépendre de est-ce qu'on a fait une alternance. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que l'alternance va être valorisée en termes de salaire dans l'entreprise où on va. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi qu'il faut partir du principe qu'il faut faire un choix entre le public et le privé, parce que c'est connu que si des personnes vont et veulent travailler dans le public, il ne faut pas qu'ils s'attendent à des salaires malheureusement élevés. Par contre, à l'inverse, dans le privé, ça peut être totalement l'inverse. Je pense qu'il y a un choix à faire entre le privé et le public. Je suis plutôt d'accord sur... Je crois que le public privé, c'est une vraie dynamique. Moi, c'est plus pour revenir du coup au salaire et à ce qu'on attend. J'ai eu des exemples de collègues qui se sont fait démarcher beaucoup sur LinkedIn
pour des boulots. Je pense que ça vous arrive aussi de recevoir des messages. Bonjour, j'ai une super opportunité. Alors, faut faire attention, hein. J'ai fait un post récemment, il y a aussi des fausses annonces qui circulent. Alors, il y a des fausses annonces, mais du coup, celle-là, c'est... Au début, on a tous pensé à une annonce un peu bidon, et il a dit, je vais jouer le jeu, je vais demander le double de mon salaire. Je vais demander le double de mon salaire, ça a marché. Il est parti. Il est parti, forcément, il est parti. On lui demande le double du salaire. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il ne demande pas des profils jeunes. C'est plus des profils jeunes maintenant. On se retrouve aussi dans des offres d'emploi où, pareil, sortie d'école, mais avec 5 ans d'expérience, enfin, avec des trucs complètement mirobolants. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on revient à des travers d'offres d'emploi qui sont dans des secteurs plus mainstream, avec des attentes. Bonjour, je voudrais que vous parliez 450 langages. Mais avec de l'expérience. Oui, voilà, qui ne parle pas 450 langages. Et on est en train d'arriver à ça dans le recrutement pour les nouveaux dans le milieu. Alors, j'avais une question qui était prévue pour un peu plus tard, mais comme je vois que le public se la pose, alors je vais me joindre au public qui est à distance. Donc, il y a une étude qui est sortie de l'ISCS 2, donc qui dit que 11% des équipes en cybersécurité n'ont pas de représentation féminine. Alors, peut-on être une femme et réussir en cybersécurité ? Et je m'accole justement à ce que dit une personne à distance, donc Valériane, qui dit quels sont les plus qu'apporte le fait d'être une femme en cybersécurité et comment donner envie aux jeunes lycéennes justement d'aller dans ce secteur. Et elle avait mis un autre commentaire justement, je le retrouve pas tout à fait, mais c'était pour te féliciter et pour dire justement que ça fait plaisir de voir des femmes en cybersécurité. Forcément, c'est une question qui est pour toi, Ève. Oui, ok, merci. Effectivement, durant toute ma scolarité, mes études supérieures en informatique, parce que j'ai commencé par un tronc commun, on était 2 filles du début à la fin pendant 5 ans. Il y en a juste une qui a changé parce qu'elle est partie dans une autre spécialité et j'ai été rejointe par une nouvelle quand on s'est spécialisé en cybersécu. Donc oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de femmes en informatique tout court. Et en général, c'est vrai qu'elles partent moins aussi en cybersécurité parce que l'informatique, c'est assez vaste, donc il y a des sujets qui plaisent plus. Après, là, dans la boîte où je travaille, j'ai la chance d'avoir une équipe où la parité n'est pas 100%, mais on est quand même assez nombreuses. On est au moins 5 sur une équipe de presque 20 personnes. Voire on est peut-être plus que 5, entre 5 et 10 à peu près, et on est une équipe au total entre 30 et 40 personnes si on prend tout le sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse, donc ça dépend vraiment des boîtes où on travaille. Là où j'étais en alternance, j'étais la seule, mais on n'était que 2 avec mon tuteur, donc ça dépend vraiment, je pense, des entreprises où on travaille. Et après, pourquoi il y a pas beaucoup de femmes qui viennent je pense que c'est encore dans les mœurs, parce que j'ai fait beaucoup, quand j'étais chez Innov, j'ai fait les salons de l'étudiant pour représenter l'école et pour qu'il y ait une fille justement sur le stand pour essayer de faire venir, de montrer que c'est pas que pour les hommes. Et j'ai entendu des parents qui disaient à leur fille, non, ça c'est de l'informatique, c'est pas pour toi. C'est pas vrai. Si. On est encore là. Oui. Ah, je pensais plus, toi. Si. Okay. Mais je pense que c'est pas vrai pour tout le monde, mais que ça l'est encore pour certaines personnes. Et c'est vrai que, alors que pourtant, les femmes ont été des pionnières de l'informatique, et ça s'est totalement perdu de vue, et c'est bien dommage. Et c'est pas le seul domaine. Ouais. Oui, en plus. Mais effectivement, les stéréotypes sont encore très forts dans l'IT, très jeunes. Qu'on associe aussi chez les jeunes aux jeux vidéo, etc. Et une fois de plus, on regarde la parité dans les jeux vidéo très jeunes. Elle augmente, certes, mais c'est pas encore ça. Et derrière, on oriente les gens. Tiens, tu fais des jeux vidéo, tiens, fais de l'informatique. Donc déjà, il y a un souci d'orientation. Il y a des initiatives qui ont lieu dans le chat. Il y a une question justement sur les lycéennes et sur les lycéens de manière globale. Il y a des initiatives qui ont lieu pour démontrer justement aux lycéennes et même aux collégiennes que les métiers de la cyber, c'est pas uniquement déjà d'être dans sa grotte barbu et cheveux longs, non. Il y a aussi, il y a aussi des femmes et Ève en donne l'exemple et t'en as donné l'exemple également. Donc oui, c'est possible. Ces initiatives, faut les pousser, ça c'est évident pour changer ces stéréotypes. Au-delà de ça, il y a aussi le cadre familial. Maintenant, si on fait un petit lien avec la question d'avant, il y a un avantage, mine de rien, faut le dire, puisque aujourd'hui en France, les entreprises sont, je ne vais pas dire obligés, mais sont poussés à respecter la parité avec des pénalités, des amendes si on ne respecte pas la parité. Et également, l'autre aspect, c'est que les femmes pourront, de par aujourd'hui l'avantage qu'elles ont à être minoritaires, une capacité de négociation qui sera supérieure, et aussi des profils plus recherchés,
puisque l'approche de quelqu'un qui est ingénieur va être différente de celui d'un technicien, et c'est pareil, l'approche d'une femme va être différente de celui d'un homme, de celle d'un homme. Donc finalement, c'est quelque chose qui permet de se mélanger. Donc aujourd'hui, les femmes ont une opportunité. J'ai presque envie de dire, allez-y, parce que c'est le moment de prendre vous votre attend. part. C'est ça, Exactement. allez-y, on vous attend, on attend que ça, justement, de pouvoir vous recruter. Alors justement, toi, Amine, dans ta génération, dans ta classe, dans ton entourage, est-ce qu'on retrouve encore ces stéréotypes de la femme dans la tech ou dans l'IT? C'est peut-être pas sa place. Non, du tout. Ouais, ça change. Oui, Ok. Juste dans ma classe, déjà, il y a beaucoup de filles. Et Innov, en plus, félicite ces filles-là qui se lancent dans l'informatique en leur offrant une bourse. Donc, ça les valorise. Et j'espère que ça va inciter les femmes à se lancer dans l'informatique parce que la place est là pour tout le monde. Ah, mais complètement. C'est Il y a un truc qui est intéressant que j'ai pu remarquer dans la première entreprise dans laquelle je travaillais, c'est que les femmes venaient pas, c'était pas leur premier choix en cybersécurité. Généralement, elles faisaient des études qui n'étaient pas forcément en rapport avec la cybersécurité, mais où elles ont pu trouver une application, en fait, et donc du coup trouver un secteur. Et derrière, après, donc, ont saisi l'opportunité et ont découvert le milieu. Ils s'y sont plus, ils sont restés. Mais on peut parler de la CTI, par exemple, où on n'est pas forcément obligé de faire de la cybersécurité dès le début, mais on peut faire, je sais pas, ça peut être de la géopolitique, par exemple. Voilà, c'est ça. Et pas partir donc dès le début dans le milieu de la cyber, mais le découvrir après. Je sais pas si, mais là, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il y ait encore assez de pubs sur le milieu, sur le panel de métiers, mais... je suis d'accord avec toi, Edouard, en fait. Moi, très souvent, quand on me pose la question et qu'on me dit, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est exactement ce que je réponds, c'est que c'est pas tant que les femmes n'ont pas d'informations sur la cybersécurité que quasiment, je pense, tout le monde. Autrement dit, je donne l'exemple, quand on a 10 ans, 11 ans, c'est grosso modo, alors on le fait pas, mais on rêve de ce qu'on veut faire plus tard, et on va penser à médecin, policier, président, pompier, que sais-je, des métiers en fait très clairs, où on sait particulièrement de quoi il s'agit. Vous entendrez jamais, ou en tout cas à mon avis, un enfant de 10 ans vous dire je veux faire de la cybersécurité parce qu'il n'a aucune idée de ce que c'est. Le problème, c'est que finalement, on choisit très jeune aussi les écoles vers lesquelles on se tourne, puisqu'on a le bac à 17 ans, et donc dès 17 ans, on va s'orienter. Et donc on va aller vers une école de droit parce qu'on veut faire avocat, vers une école de commerce parce qu'on veut faire du commerce, vers des écoles d'ingénieurs pour faire ingénieur, parce que c'est des métiers qu'on comprend. Et donc, je pense que c'est déjà là où on les perd. C'est-à-dire qu'on ne va pas les récupérer parce qu'elles ne vont pas penser, ou ils ne vont pas penser à prendre ce genre de formation. À mon avis, il faut vraiment commencer dès le collège et le lycée à déjà expliquer ce que c'est que la cybersécurité. Et comme tu le disais, de ne plus penser que la cyber, c'est avoir une capuche et être dans une cave. Moi, pour rappel, j'étais consultante en cybersécurité. Donc, pour le coup, j'ai travaillé dedans. Et comme tu le dis, je ne viens pas du tout d'un milieu d'école d'ingénieur technique. Moi, j'ai fait des études de maths appliquées à l'économie. Rien à voir, a priori. Alors, pour reparler justement de la réorientation, il y a une question qui est posée pour toi directement, Edouard. Donc, Alice qui dit très beau parcours, mais qui te pose aussi la question, pourquoi, Edouard, n'avez-vous pas fait de cybersécurité directement dans l'armée ? Par méconnaissance déjà du milieu. D'accord. Voilà, l'informatique, ça a toujours été un hobby. Quand j'étais plus jeune, après j'avais l'envie d'aller dans l'armée, mais c'était pour faire complètement autre chose. Je voulais être soldat et faire un métier de soldat, mais pas soldat derrière un ordinateur. C'est en envisageant en fait la reconversion que j'ai découvert la cybersécurité. L'armée a un système assez intéressant pour ceux qui font plusieurs années. Au bout de 5 ans, ils proposent un système de reconversion avec un panel de métiers et on nous laisse choisir. Et ça va nous faire ressortir avec un diplôme plus élevé que celui avec lequel on est rentré. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire développeur web. Ils commencent à ouvrir des diplômes dans la filière numérique. Okay. Mais pendant que je faisais cette formation, je m'amusais plus à casser les sites de mes collègues avec un collègue à moi, plus que les construire. En fait, je me suis rendu compte que c'était finalement, au début, assez facile. Et je me suis dit, c'est intéressant de le faire, mais c'est intéressant de chercher à comprendre comment on peut se protéger de ça. Et donc, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, c'est l'occasion de continuer mes études et d'apprendre cette partie-là, surtout qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte de l'attractivité du secteur. Ouais. Et on en revient à la question précédente, du coup, et je me suis dit, c'est l'occasion de mêler travail et plaisir. Donc, voilà, autant se lancer, on va voir ce que ça donne. Il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas si on s'en donne les moyens. Le secteur, il est quand même assez ouvert, il donne envie de... Mais faire de la cyber à l'armée, je pense qu'il y a aussi un retard de l'armée
sur ces problématiques. Ils font pas assez pour être attractifs par rapport au privé. C'est un sujet pour après, mais il y a un travail de l'armée à faire pour attirer. Justement, donc tu es chez Innov, tu es passé par Innov Campus. Qu'est-ce qui a fait ton choix? Alors pourquoi je pose la question? C'est parce que justement quelqu'un se posait la question des parcours, alors d'ailleurs nous qui demande quel cursus faire pour la cybersécurité, et un autre internaute qui demandait par rapport aux formations. C'est vrai qu'il commence à y avoir des formations qui pullulent sur Internet où on vous dit vous avez 30 heures de vidéo et voilà, vous allez devenir expert, donc ils ne sont pas certifiantes. Vous avez tous fait finalement le choix de passer par des écoles. Vous êtes passé par Innov Campus, donc des formations certifiantes, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce qui a motivé votre choix et qu'est-ce que vous pensez justement de ces formations un peu non certifiantes qui pullulent? Alors, on va commencer par la première question. Comment ton choix a été motivé? Pourquoi Innov? Il y avait plusieurs écoles qui m'intéressaient. Leur réactivité, parce que ça, il y avait quand même derrière. J'ai quitté l'armée, je me suis retrouvé du coup pendant un temps au chômage et je voulais rapidement en sortir, rapidement trouver une alternance, rapidement me remettre dans le marché du travail. Ça a été les plus réactifs. J'avais pas particulièrement de top list d'écoles. J'en connaissais plusieurs, j'avais postulé à plusieurs. Plusieurs ont fini par m'accepter, mais Innov m'a accepté en premier. C'est ceux qui ont fait les démarches le plus rapidement. C'est pas forcément peut-être ce qui est censé motiver un choix, mais pour moi, à partir du moment en fait où ils m'ont accepté vite et il y a eu un suivi qui était correct, mais je me suis dit autant y aller parce que si c'est comme ça avant même qu'on y soit, ce sera probablement une fois qu'on y est du coup. Donc c'est comme ça. Moi, ce qui m'a motivé à rejoindre Innov, c'est que quand j'ai fait une porte ouverte, j'ai découvert le Wayday Labo SSI, qui est très enclin et très très incroyable entre guillemets parce qu'ils mettent l'accent sur l'apprentissage par la pratique. Donc évidemment, il y a la théorie, mais surtout beaucoup de pratique par des projets ou par des formations en ligne. Et c'est ce qui m'a motivé à rejoindre ça, parce que c'est le côté pratique qui m'a intéressé chez Innov. Et toi, Eve? Pourquoi Innov? Arrivé au bac, je savais pas du tout vers quoi m'orienter. Je savais que je voulais faire travailler dans la cybercriminalité, c'est ce qui m'intéressait depuis toute petite. Moi. Ah oui, toi par contre, tu fais partie des gens qui, si on leur demande à 10 ans qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils disent la cybersécurité. Non, la cybercriminalité, oui, c'était vraiment, c'était plutôt tout ce qui était résoudre des enquêtes, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et en 2015, j'ai subi du harcèlement sur les réseaux sociaux notamment. Donc on va dire que ça m'a fait me diriger vers la cybercriminalité. Et donc, arrivé au bac, j'ai fait quelques choix, mais je savais pas. J'ai fait quelques choix par dépit en fac, mais je savais que la fac, c'était pas pour moi. Et j'ai l'étudiant qui m'a envoyé tenez, regardez les écoles d'informatique par rapport au choix que j'avais fait. Et parce que qui dit cybercriminalité dit informatique. Oui. Donc j'ai regardé les écoles d'informatique et Innov, c'est ce que tu disais, ils ont été assez réactifs. J'avais quand même visité une autre école, mais leur manière de fonctionner ne me correspondait pas. Donc j'ai préféré me tourner vers Innov, et puis je connaissais une personne aussi qui était là-bas et qui avait fait le choix de cette école. Donc je me suis dit que c'était certainement celle qui allait me correspondre au mieux. En plus, elle était plutôt bien située quand j'y étais. Donc d'accord. C'était sympathique. Et on parlait justement des formations là, qui apparaissent. Je t'ai vu hocher de la tête, Steven, donc je rebondis sur toi. Donc c'est vrai que quelqu'un me posait la question, que pensez-vous des formations pas certifiantes qu'on voit sur Internet, voilà, qui vous disent que vous pouvez faire de la cybersécurité en quelques heures? Alors, déjà, effectivement, pour tous ceux qui se posent la question actuellement, que ce soit en reconversion ou en parcours initial, je privilégierais pour diplôme Bac+5 ou équivalent. On doit parler RNCP, ça doit être RNCP 7 si je ne dis pas de bêtises, mais je ne me lancerai pas sur le sujet, de choisir un diplôme d'ingénieur, déjà dans un premier temps, pour ces métiers-là. Pourquoi? Parce que déjà, le diplôme d'ingénieur, donc CTI, va être mieux reconnu, va permettre, c'est bête, mais aussi de prétendre à un meilleur salaire pour le même poste, parce qu'on est ingénieur, et d'être cadre. Donc déjà, c'est beaucoup d'avantages en ayant fait le même nombre d'années d'études. Après, les parcours universitaires, moi j'ai fait une licence L3, donc j'ai fait un parcours universitaire, puis ensuite l'NCBS en cyberdéfense. Donc on peut venir du parcours universitaire, ensuite aller dans l'ingénierie, on est obligé de finir docteur. Les formations qui sont non certifiantes, donc ni RNCP, ni CTI,
peut-être pas me faire des copains ce soir, mais pour moi, c'est risqué. C'est risqué de le faire parce que, en fait, vous allez faire le même nombre d'années d'études, mais vous allez avoir en face un risque plus élevé en débouché en sortie de diplôme d'être sur seconde liste, en tout cas. Et c'était tout à l'heure dit par Édouard, ça commence à se tendre un peu comme sur certains métiers. Donc ne pas se donner toutes les armes dès le début, c'est risqué. Et au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'arnaques aussi. La cybersécurité, c'est un business pour certains, au-delà d'une vocation, au-delà de quelque chose d'intéressant. Et donc certains sont juste lancés sur le business de dire je vais faire une formation, voire des fois, là on parle de bac plus 5, bac plus 3, etc. Mais il y a aussi, comme tu disais, des parcours où achetez mon pack de formation à 500 € et vous deviendrez expert en cybersécurité. Moi, je vais dire, prenez pas le risque. Faites un cursus dans lequel il y a un accompagnement. Si possible, je recommande quand même de faire de l'alternance parce que c'est là où on apprend et où on est confronté au métier. C'est là où on apprend le dur. L'école est là pour vous apprendre le cadre, pour vous apprendre à être ingénieur. L'entreprise est là pour vous apprendre ce que ça veut dire, ingénieur. Non, je pense que les diplômes non certifiants, c'est un no-go pour moi en tout cas. Et donc, du coup, typiquement, vous avez beaucoup de personnes qui rentrent en cybersécurité avec le rêve d'être pen-tester. J'ai l'impression que c'est le truc que tout le monde veut faire au départ. Est-ce que vraiment c'est le Graal? Est-ce que c'est la seule voie pour réussir en cybersécurité? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais faire une comparaison avec le milieu de l'armée, tiens, pour changer. Quand on entend parler de l'armée de l'air, on va entendre pilote de chasse. C'est le métier phare, c'est le métier sur lequel on va faire le plus de pub. Parce que c'est le métier qui potentiellement va faire le plus rêver. Et ça va être un peu la même chose avec le pentest. C'est, je veux faire de la cybersécurité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être un hacker. Je vais être un méchant avant les méchants. C'est trop bien. C'est trop bien dans l'idée, dans les textes, c'est trop cool. Après, la réalité du métier, elle est complètement différente. C'est attirant, mais il y a tellement plus que ce métier-là. C'est tellement vaste. Pentester, c'est pas une fin en soi, dans un premier temps, je pense. Je pense que c'est loin d'être une fin en soi, comme n'importe quel métier de la cyber, de toute façon. Mais c'est celui qui fait le plus rêver parce que c'est celui qu'on imagine le plus dans l'imaginaire collectif. Dans les séries, dans les films, on va le voir, on va l'imaginer. J'ai découvert ce métier en écoutant un podcast où quelqu'un racontait qu'il braquait des banques et que c'est ce que je veux faire. Et je dis, c'est incroyable, c'est exactement ça que je veux faire comme travail, c'est légal. Mais voilà, donc c'est celui sur lequel il y aura le plus de pubs, mais je ne pense pas que ce soit le Saint Graal des métiers de la cyber. Il n'y a pas de Saint Graal, ce que tu dis, c'est extrêmement important. Et la mise en avant, la scénarisation du métier est très importante. Moi-même, j'ai choisi la cyber plutôt que l'IA à l'époque, Mr. Robot, tout simplement. Tout simplement. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc, oui, effectivement, c'est le plus médiatisé, c'est celui le plus énigmatique. On revient dessus, mais c'est celui du coup qui attire. Maintenant, il faut quand même dire aussi à ceux qui sont avant de se lancer, c'est pas juste casser des sites, casser des infrastructures, c'est aussi rédiger le rapport. Donc, si on a du mal à l'écrire, si on a du mal à expliquer, si on a du mal à synthétiser, et d'avoir toutes ces compétences transverses, en fait, on ne sera pas pentester. C'est long. C'est long de pentester. Non, c'est un métier de... Ouais. C'est pas comme dans les films, ça prend pas 14 secondes. Et exactement. Puis c'est cool. Non, ça peut durer un jour, 2 jours à se casser les dents sur quelque chose pour que finalement à la fin ça marche pas. Il faut accepter la frustration derrière. Si les gens n'aiment pas le debug, il ne faut pas qu'ils fassent de pentest derrière. Ça va leur faire mal. Je pense qu'il y a beaucoup de désillusions aussi derrière le métier. Il y en a beaucoup qui veulent le faire et qui, quand ils se rendent compte de la réalité, ils sont finalement un peu moins motivés après. Et justement, et c'est ça qui est important et qui est intéressant. Moi, c'est l'inverse. J'ai commencé par la Blue Team, par la défense, côté SOC. Et ensuite, je me suis orienté vers la Red Team. Et je pense que les compétences sont complètement transverses. Pour attaquer, il faut savoir défendre. Pour défendre, il faut savoir comment on attaque. C'est l'avantage aussi de la cyber, en tout cas aujourd'hui. Donc, il faut en profiter pour les personnes qui sont dedans, les personnes qui rentrent encore aujourd'hui. C'est la capacité à se réinventer dans le métier, à passer de pentester à SOC, de SOC à gouvernance, de gouvernance à pentester. Et d'avoir vraiment un cercle où on évolue, où effectivement on peut commencer pentester, on peut commencer même red teamer si je veux prêcher pour ma paroisse. C'est pas forcément le plus simple, mais on peut commencer par ça et finir en fait RSSI dans un groupe du CAC 40 à la fin de sa carrière. C'est complètement possible et j'encouragerais même en fait à apprendre les métiers vers lesquels on veut pas forcément aller dans la cyber, parce que ces compétences transverses nous permettront aussi de discuter avec les gens, parce que pour le coup la cybersécurité c'est une équipe pluridisciplinaire et si on comprend pas ce que la personne nous dit en face, c'est vrai que ça arrive régulièrement. C'est difficile de discuter. De se heurter à un mur comme ça. Ouais. Et vous, Amine, Eve, est-ce que c'était un rêve d'être pentester? Est-ce que vous êtes rentré en cyber en vous disant c'est ce que je veux faire?
Pour mon cas, oui, parce que je voulais retrouver la personne qui m'avait harcelée, vu que je n'ai jamais eu son identité. Donc, pour ma part, oui, c'était un souhait motivé. Mais effectivement, comme tu disais, je me suis rendu compte des réalités du métier et que la technique n'était pas forcément ce que je préférais en cybersécurité. C'est aussi pour ça que je me suis spécialisée en gouvernance, risque et conformité. Puis c'est ce que j'ai le plus vu en alternance aussi. Donc, on va dire que c'est ça aussi qui m'a poussée là-dedans. Toi, Amine? Pour moi, c'est un souhait de devenir pentester. Après, pour moi, je pense que ce soit chaque catégorie de chaque profession dans la cyber, je pense qu'il y a une question à se poser, c'est plutôt apprendre à se connaître. Par exemple, quelqu'un qui a le stress facile, on ne peut pas le mettre en gestion de crise. Il ne pourra pas travailler sous la pression. Si je prends un exemple, par exemple, du poste RSSI, ce sera plutôt un profil d'une personne stratégique qui a des connaissances juridiques et des compétences, un gros bagage et une grosse expérience technique. Donc je pense qu'il y a une question à plutôt bien se connaître avant de s'orienter, parce qu'en soi, il n'y a aucun métier qui est meilleur qu'un autre. C'est juste trouver le métier qui nous ressemble. Et quels sont vos conseils pour vous démarquer justement en cyber Parce que on le dit, hein, tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, Edouard, il y a de plus en plus de gens qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement se démarquer? Être une femme? On est sur la question d'avant. Honnêtement, rien qui concerne la cyber. Dans le sens où on va avoir une image des gens de l'informatique en général qui va être quelqu'un d'assez, pas forcément très sociable. C'est en train de changer, de toute façon, avec l'élargissement au monde. Mais on a cette image des personnes qui travaillent dans la cyber encore plus, de quelqu'un de reclus qui ne va pas forcément aller vers les autres. Je pense que les soft skills vont être hyper importantes. Dans le sens où, si on peut imaginer cette personne bosser avec d'autres plus facilement, potentiellement après faire du management, parce que ça aussi, je pense que c'est un gros problème d'avoir des personnes techniques qui après prennent des fonctions de management dans leur équipe. Il y en a peu qui veulent le faire parce qu'il y en a qui veulent rester dans la technique. La technique est toujours la technique. Et sauf qu'à la fin, pour évoluer, on peut être technicien, très bon technicien, mais rester technicien pour continuer à évoluer dans une boîte. Je pense qu'à la fin, il faut de toute façon, après, prétendre à faire du management. Et je pense que c'est là-dessus qu'on peut se démarquer. C'est en montrant qu'on a la possibilité, si le recruteur se projette un petit peu, de prendre des responsabilités derrière sur de la gestion d'équipe. Et je pense que ça, un recruteur, il va peut-être faire plus attention à ça qu'à la technique en elle-même, parce que la technique, ça s'apprend. Surtout quand on cherche une alternance. On n'est pas censé avoir les compétences. Ouais. On est censé les apprendre au fur et à mesure. Il faut un minimum. Ouais. Et pas d'arriver juste la fleur au fusil en disant « Bonjour, j'ai réussi à allumer mon ordinateur, ça m'intéresserait fou de savoir comment ça fonctionne et comment on peut le hacker. » Mais juste d'avoir un socle et après de dire « J'en ai envie, mais j'ai surtout envie de faire carrière longtemps. » Donc, ça dépend aussi de ce que alors déjà de là où tu en es et de ce que tu projettes. Par exemple, tu as mentionné l'alternance, tu as aussi le CDI après, la sortie d'alternance. Oui. Donc, oui, quand tu es en alternance, je me permets parce que j'étais de l'autre côté de la barrière il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans maintenant, à la recherche d'une alternance. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je recherche des alternances, des CDI, des différents postes. Et là où tu as, en tout cas, je te rejoins complètement, c'est que je mise d'abord sur l'humain, sur la personne, plutôt que sur ses compétences techniques. La technique, ça s'apprend, l'humain, il reste comme il est. Donc ça, c'est sûr que les soft skills, c'est l'élément différenciant quand on veut se faire recruter. Et ça peut paraître bête, mais des fois, une discipline qu'on aime faire, tiens, j'aime bien le vélo, tiens, j'aime bien faire tel sport, j'aime bien le piano, etc. Ça peut paraître bête, mais en fait, ah ouais, attends, j'ai quelqu'un dans l'équipe avec qui il va travailler, qui fait aussi du piano, ça va permettre de matcher un peu plus. C'est totalement bête, mais par contre, c'est un élément important. Après, la technique, oui, il en faut, parce que quand tu recherches quelqu'un, là, je pense notamment, je suis en plein recrutement d'un CDI dans la boîte, je recherche quelqu'un sur ce domaine-là. Donc oui, là, j'ai des attentes techniques sur ce domaine-là il y a au moins ce socle-là, bien évidemment. Mais il s'est démarqué comment? Il s'est démarqué par la détermination, la personne, parce qu'il y a un profil qui se démarque. Il s'est démarqué par, non pas ses compétences techniques plus qu'un autre, il en a des compétences techniques, il n'y a pas de souci, mais il s'est démarqué surtout par la façon qu'il a eu d'amener sa personne, de se présenter et d'être vrai, en fait. Ne pas essayer, quand on se vend, ne pas essayer de vendre quelqu'un qu'on n'est pas, parce que derrière, déjà, ça se verra vite, et on n'arrivera pas à s'intégrer avec l'équipe, et ça sera très compliqué. Donc je pense que là où il faut se démarquer, c'est mettre en avant ses compétences techniques, parce que ça reste la base. Si on les a, il faut les mettre en avant. Et par contre, mettre en avant vraiment la personne qu'on est,
pour que ça matche ou pas. Et quand on rate un entretien, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Je crois que c'est Einstein qui disait ça, on ne rate rien, on apprend. J'espère que je ne me trompe pas de personne. Mais en tout cas, c'est totalement vrai. On le dira dans le chat. C'est ça, tapez-moi si c'est pas vrai. Si vous ratez un entretien, c'est un apprentissage en fait. Et c'était pas la boîte pour vous en fait, parce que ça ne matchait pas pour X ou Y raison. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut se démarquer, c'est être vrai et démontrer ses compétences transverses, comme tu l'as dit, soft skills, etc. Alors, il y a Hamza qui pose une question. Bonjour, quelles sont les perspectives d'emploi dans la cybersécurité à Rouen ou ses environs après un bac +5 en cybersécurité obtenu à Innov? Vous qui êtes des anciens finalement d'Innov, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui? Ça donnera une idée de ce qui peut être fait après justement ce cursus. Ok. Alors dans gouvernance, risque et conformité, on fait, on va dire, toute la partie documentaire. Si je peux te décrire comment moi je représente la cybersécurité, moi je la divise en 3 piliers. Il y a la partie donc plutôt documentaire, on va dire avant attaque. Pour moi, il y a le deuxième pilier qui est la partie durant l'attaque, donc les pentesters et gestion de crise. Et pour moi, il y a la partie analyse forensique qui vient après l'attaque. Donc moi, en fait, je fais toute la partie qui est avant une attaque. Donc en fait, je fais toute la documentation en rapport avec la sécurité de l'entreprise. Je peux faire des analyses de risque, je peux faire des audits organisationnels principalement, audits de conformité, audits de maturité par rapport à des normes, notamment les normes ISO 27101 et ça peut être d'autres aussi, des normes industrielles par exemple, cyberindustrielles ou cyberferroviaires. Voilà, c'est en termes de documents, ça peut être tout ce qui est charte administrateur, charte utilisateur, les différents plans de gestion de fournisseurs, plans de gestion de crise. Voilà, c'est toute la partie en fait pour moi avant la toute première partie quand on veut sécuriser un SI. Okay. Et toi, Edouard? Alors moi, ce que je fais à Toulouse, du coup pour mon entreprise, je m'occupe de faire des audits. De sécurité, ça va être, des projets vont arriver avec leur travail et va dire bon voilà, on a besoin de mettre ça en prod, mais on n'est pas sûr de ce qu'il en est, on n'est pas sûr que si on le met en prod, c'est complètement sécurisé. Donc essayez, soyez les méchants avant les méchants et après faites-nous un rapport et expliquez-nous ce que vous avez réussi à faire et donc c'est ce qu'on va faire, on va aller chercher les différentes vulnérabilités et derrière on va produire ce rapport, donner des recommandations voilà, mais ça peut être des trucs très très basiques, hein, comme pourtant des trucs qu'on nous répète en permanence sur des mots de passe encore toujours, mais ça peut être des trucs beaucoup plus techniques sur le réseau, voilà, qui est pas forcément très sécurisé. Enfin, c'est hyper large. Donc on va faire ça, on va produire ce rapport. Donc il y a quand même une partie rédactionnelle, c'est qu'on ne voit pas au début, par exemple, mais qui est intéressant. Il y a une partie avec ceux qui produisent aussi, une partie de vulgarisation qui est hyper importante. Expliquer ce qu'on a fait et réussir à l'expliquer correctement, ça, c'est pas forcément facile. Et donc voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Et donc derrière, après, ils prennent des mesures pour sécuriser leurs produits. Donc j'ai fait ça. Et puis avant, j'ai fait de l'analyse de risque. Pendant un an. Donc voilà, pareil. Alors soit ils ont trouvé des vulnérabilités, il faut les mesurer, soit on les imagine en amont même du projet, on imagine ce qui se passe, ce qui pourrait se passer, comment un attaquant pourrait se faufiler. Il y a toute une méthode à appliquer pour pouvoir le faire. C'est hyper intéressant. Je suis très content d'avoir fait les deux, parce que du coup, ça me permet de mettre un petit peu de perspective maintenant dans ce que je fais. L'analyse de risque me permet de mettre un peu de perspective, de me dire, voilà, là j'ai réussi ça, comment je le noterai, comment derrière je pourrais le noter. Et vous étiez, alors si je comprends bien, dans vos cursus auprès d'Innov, vous étiez en alternance, c'est ça? Vous avez C'est ça. Tous les deux, vous avez fait de l'alternance. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un retour sur cette alternance-là? Est-ce que ça vous a permis de rentrer plus facilement sur le marché du travail? Est-ce que c'est les mêmes sociétés chez qui vous êtes actuellement? Voilà, alors racontez-moi un peu cette partie. J'ai pas fini mon alternance. Ah, raconte-nous. Non, moi je suis dans ma dernière année d'alternance. Ok. Dans ma dernière année d'alternance, mais c'est assez... ça a jamais été mal reçu d'un recruteur, l'alternance. Ça a toujours été... Et puis même quand je discute avec des gens qui potentiellement seraient des recruteurs, l'alternance, ça a toujours été... Tu as travaillé. Tu as travaillé, tu vois, tu connais la réalité du travail. Moi, vu que c'est une reconversion, j'ai en plus un petit peu d'expérience dans le marché du travail de manière générale. Mais ça a toujours été... Je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est une réelle opportunité de pouvoir
pouvoir allier, Être sur le marché, quoi. ouais, de pouvoir et bosser et aller à l'école. C'est parce qu'on apprend à l'école, oui, on apprend énormément au travail aussi. Ça permet de soit être en avance à l'école, soit être en avance au travail. Donc, il n'y a pas de... Il y a rarement... à part, il faut bosser, bah oui, après le travail, bon, bah, voilà, ce sera pour l'année prochaine qu'on arrêtera de bosser pour l'école. Mais voilà, c'est un vrai plus, l'alternance, je pense. Et je pense que ça restera pendant longtemps un avantage par rapport à quelqu'un qui sera beaucoup plus académique et qui aura eu un diplôme à la fac, 5 ans de fac, et qui après... T'as que de la théorie. Hein. C'est très théorique et du coup, je ne sais pas si c'est facilement, s'il peut y avoir une mise en pratique assez facile derrière. Je pense qu'il y a un gros mur, je pense qu'on se prend un mur. C'est pas les mêmes Alors, métiers. moi, je vais donner juste rapidement mon expérience. J'ai fait des études très, très théoriques initialement de recherche. Donc, en fait, dans un bureau, littéralement, en train de faire des maths, des feuilles et des feuilles et des feuilles de maths. Et quand est arrivé, justement, le moment de rentrer sur le marché du travail, moi, j'ai fait une micro-crise de panique. Hein. Je me suis dit, j'ai jamais mis un pied dans un bureau. Je sais pas faire un PPT, je sais pas faire un Excel, je sais pas comment ça fonctionne, en fait, dans le monde du travail. Je sais faire des super algorithmes mathématiques sur mon papier et faire des super notes de synthèse, mais je suis pas en mesure d'entrer. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai fait le choix de rentrer dans une école, de me rajouter une année supplémentaire en me disant, bah, on a des cas concrets, des cas pratiques. Et je me souviens qu'en ayant fini mes études, j'avais en tout cas, je me sentais pas capable de faire un stage. Et en ayant fini cette école où justement j'avais un accès au marché du travail à des cas concrets, moi, je suis entrée directement en CDI. Donc, moi, j'ai une bonne vision, je pense, de l'alternance. C'est le meilleur moyen pour moi de faire la transition entre la théorie, donc ce que tu fais à l'école, et le marché du travail. Bon, ça, c'est mon avis, mais je vois que tu partages également. Oui, les pauses entre le travail et l'école. En vrai, on peut, le fait, là, le rythme, il est de 2 semaines, 1 semaine. Faire 2 semaines de taf, une pause, faire 1 semaine d'école qui permet de couper avec le boulot, et puis après, couper l'école avec 2 semaines de boulot. Je trouve que c'est intéressant. Alors, c'est pas forcément très applicable ou difficilement applicable sur certains boulots qui vont demander un suivi un peu plus continu, mais sur un travail où on va être sur un projet, puis sur un autre, ou sur une analyse de risque et sur une autre. C'est assez compatible, mais c'est surtout intéressant, je pense, et que ça fait du bien de pouvoir faire des pauses, de se dire, OK, bon, bah là, c'est cette partie du cerveau, le cerveau école qui va travailler, le cerveau travail. Je trouve que c'est assez agréable. Tu m'y fais penser, mais ça dépend aussi de la localité, parce que mine de rien, c'est pas toujours fréquent, en tout cas simple, d'avoir une alternance au même endroit qu'on a l'école. Du coup, travailler, il y a les déplacements à rajouter, donc ça c'est peut-être la partie la moins pratique, le dédoublement de logement pour beaucoup, quand c'est pas l'endroit où il y a nos parents, et du coup on peut pas splitter en deux, on va dire, le sujet. Donc la localité, et là j'entendais Rouen, je crois, tout à l'heure dans un commentaire. Ouais, c'est Rouen, je crois. Et il n'y a pas de ville où on ne peut pas réussir. Maintenant, aujourd'hui, je pense que le pôle, il est quand même beaucoup à l'ouest. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à l'ouest. Paris reste un centre d'appel, il y a beaucoup d'entreprises aussi. Mais Rouen, l'exemple qui était donné, tu donnes Toulouse, il y en a d'autres. On peut toujours trouver un métier dans la cyber. Il n'y a aucun souci, et quel que soit le domaine. Ce sera peut-être plus simple, effectivement, dans certains domaines de niche, dans des pôles d'attraction comme l'ouest ou comme Paris, etc. Ouais. Et toi, Ève, justement, par rapport à ton alternance et puis le passage de l'alternance au marché du travail? Alors déjà, sur 3 ans d'alternance, j'ai eu 2 entreprises différentes, parce que la première qui était sur Agen, donc j'avais le double logement dont tu parlais, c'était un peu compliqué, surtout que nous, on avait l'ancien rythme d'Inov, donc l'ancien rythme, voilà, 3 jours, 2 jours, dans la même semaine, donc c'était sportif. La première entreprise m'a appris quelque chose les premiers mois, mais après il y a eu une restructuration de l'entreprise et c'est pour ça qu'ils ont rompu tous les contrats d'alternants. Et donc j'ai trouvé une autre boîte après qui était sur Bordeaux. Là c'était beaucoup mieux en termes de localité. Et l'émission était intéressante. J'ai beaucoup appris, notamment c'est là où j'étais vraiment spécialisée en gouvernance, risque et conformité. Malheureusement, je ne suis pas restée chez eux, même si j'aimais beaucoup la culture d'entreprise qu'il y avait, mais on n'était pas en phase sur les termes du contrat. Donc j'ai préféré aller voir ailleurs. Et je suis pas plus. Franchement, je suis très bien tombée.
parce que je suis tombée donc dans une très grande équipe par rapport à les 2 dernières années d'alternance où on n'était que 2 à faire de la cyber. Là, on est en équipe sur Bordeaux, on est quasiment une vingtaine. Plus à Toulouse, ils sont peut-être la moitié de nous à peu près. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que en fait, je continue encore d'apprendre, même si je suis plus à l'école, parce qu'on fait beaucoup de travail en équipe. Donc, en fait, même si je suis spécialisée en gouvernance, risque et conformité, si j'ai d'autres sujets qui m'intéressent et où j'ai un peu de bande passante, ben, je peux être mise sur un projet un peu plus technique, comme pour de la gestion de crise, par exemple, ou de l'analyse forensique aussi, ça peut m'arriver. Donc le passage pour moi s'est fait assez facilement parce que je pense que j'ai eu la chance de tomber dans une bonne équipe qui me permet en fait de pas encore de faire des erreurs, mais qui me permet de ne pas être toute seule dans un projet et d'être quand même soutenue si jamais j'ai des difficultés, et qui en même temps me laisse aussi ma liberté quand il faut être au contact avec le client. On me laisse aussi les rênes parce qu'on me fait confiance, et si j'ai besoin, je peux demander ou être rassurée ou coachée pour m'améliorer. Donc finalement, de ce que je comprends, l'alternance en cybersécurité, c'est un bon moyen quand même de rentrer sur le marché du travail. Et donc, c'est quand même préférable de choisir des écoles qui nous permettent de mettre en place ces alternances-là et donc finalement de se former un petit peu avant de rentrer. Oui. La théorie ne suffit pas. Ce serait bien, mais la théorie ne suffit pas. Hélas, non. Alors, autre question. Il existe de multiples métiers en cybersécurité. Ils offrent notamment des fiches de poste variées, mais faut-il mieux travailler dans le public ou le privé ? Alors, il y a une vraie question, moi, quand je vois les jeunes étudiants qui arrivent, il y en a qui veulent, voilà, je veux travailler dans le privé, d'autres qui vous disent je veux travailler dans le public, c'est mon rêve. Vous en pensez quoi quand on regarde les fiches de poste ? Alors, je pense que dans la partie cyber, on entendra moins dire je veux travailler dans le public, ou alors c'est extrêmement ciblé. Moi j'ai entendu, tu vois. C'est là où j'ai dans la cyber. Ouais. Ça m'étonne. Beaucoup la marine nationale, des choses comme ça. Ouais, voilà, justement, j'allais dire. Ou alors c'est ciblé sur des entités très particulières. Je pense, par exemple, côté NCBS, etc., il y a des partenariats très forts avec des entités du gouvernement. Et donc là, on veut rentrer pour aller à la DGA, tu dis la Marine nationale, les services de renseignement, etc. Là, c'est très ciblé. Et je vais dire, je ne vais pas forcément le prendre en compte de la même manière pour différencier public-privé. Parce que oui, c'est du public, tu connais très bien. Après, il y a le ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est public, mais c'est à part. Il y a comme Cyber maintenant et toutes ces entités-là. Je vais aussi faire un retour d'expérience puisque j'ai fait mon alternance dans le public, dans une branche de la sécurité sociale. Et franchement, excellente alternance, c'est très bien passé. Ça m'a permis de découvrir du coup les métiers de la cybersécurité puisque je suis passé de la défense à l'attaque pendant l'alternance dans un cadre où ça a permis, il y avait des choses à faire, il y a des choses à construire, mais ça challenge aussi. Mais franchement, moi, j'ai pas à critiquer le public. Et au même titre que je pense chacun a son avantage, chacun a ses inconvénients, et que ça dépend pas du statut juridique, de est-ce que c'est public, est-ce que c'est une société, mais plutôt de l'équipe dans laquelle on est, du métier dans lequel on est, et des personnes qui vont nous encadrer, notre fameux maître d'apprentissage. Et c'est pour moi ça qui a beaucoup plus d'impact que de savoir est-ce que c'est le public et est-ce que c'est le privé, parce que même en sortie, une fois de plus, je le rappelle, on pourrait croire que dans le public, on va sortir avec un salaire plus faible. C'est pas toujours le cas. C'est vraiment pas toujours le cas. Donc, le public, ce que je veux dire pour un jeune qui voudrait se lancer, il faut pas dire le public non. Prenez pas ça en compte. Prenez plutôt en compte ce que vous voulez faire et ce qu'on vous propose en face et ce que vous pourriez apporter. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors le public, je suis d'accord. Si on a la flamme d'aller travailler pour le public, il peut pas y avoir qu'une question d'argent. De toute façon, c'est parce que le privé paiera quand même, je pense, de manière générale. En moyenne, ouais. En moyenne, plus que le public. Maintenant, travailler dans le public, c'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait, c'est un choix que j'ai pu faire, c'est un choix que tu as fait. On a envie de contribuer. C'est le concept de travailler dans le public. Alors oui, il y a de la sécurité, il peut y avoir la sécurité de l'emploi. Quand on travaille dans le public, qui peut être hyper intéressante. Mais on a surtout envie de contribuer à la société. Et on a cette impression d'apporter sa pierre à l'édifice, même si c'est pas grand-chose. Mais par exemple, on pense public, on peut penser l'armée, mais les hôpitaux, ils ont un énorme besoin de sécurité en termes de cyber. Et il y a du travail. Il y a pas forcément le budget, mais il y a du travail. Et c'est bien le problème, en fait. C'est savoir s'ils vont pouvoir financer assez le milieu. Je pense que, vu ce qui se passe en ce moment, de plus en plus de budget va être alloué à ça. Mais
Mais privé ou public, c'est ça, ça dépend de si on va avoir la flamme, si on a cette envie de contribuer ou pas à la société, ou si on a envie de travailler pour nous, ce qui est totalement légitime de vouloir travailler pour soi, de gagner son argent. Et du coup, alors là, aller dans une boîte privée, ou alors d'aller travailler dans une boîte privée qui travaille dans le public, l'aérospatiale par exemple. Enfin, je veux dire, on peut mixer les deux sont mixables, mais ouais, je pense qu'il y a un choix à faire, et il y a un choix qui doit être réfléchi surtout. Et je pense que la meilleure manière de le faire, ça va être de contacter des gens qui travaillent dans l'un et dans l'autre. Et leur demander. Ouais, d'aller demander, c'est le plus simple, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ça va être des on-dit, et finalement, entre les années, les conditions vont changer. Et puis voilà, quand on parle de salaire, on voit que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les salaires, ils tendent à descendre sur les offres. Donc finalement, est-ce que ça ne va pas se rapprocher des salaires qui peuvent être offerts dans le public ? Donc là aussi, ça peut être intéressant d'aller jeter un coup d'œil, parce qu'il y a plein d'autres avantages dans le public. Alors, Philippe pose la question, les CTF sont-ils une bonne école pour monter en compétences ou simplement une activité de loisir pour les entreprises recruteurs ? Alors, clairement, une expérience à faire valoir pour montrer sa détermination, parce que c'est des choses qu'on va faire le soir, la nuit, le week-end. Donc ça, il n'y a pas photo, surtout quand, c'est bête à dire, mais quand on performe, c'est comme les plateformes, Hack the Box, Yes We Hack, Root.me et j'en passe, ou le Bug Bounty. Alors je vais parler pour l'offensive parce qu'il n'y a pas forcément autant d'équivalents dans la partie défensive. Mais pour autant, ce n'est pas un CTF qui fait valoir la compétence réellement technique. Déjà parce que ce n'est pas parce qu'on est le meilleur du monde sur telle plateforme qu'on sera le meilleur du monde dans le pentest. Il y a le jeu et il y a la réalité. Qui ne prend pas en compte tous ces aspects rédactionnels, d'ailleurs bien souvent, par exemple, mais entre autres. Donc oui, ça va faire valoir, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ce n'est pas le pivot principal, c'est plutôt la cerise sur le gâteau de quelqu'un qui voudrait montrer sa détermination et qu'en plus, il performe potentiellement sur certaines activités parallèles à sa formation ou son travail. Vous partagez, vous, cet avis par rapport au CTF ? Comment c'est perçu dans vos entreprises, typiquement ? Aujourd'hui, quand on vous a recruté, on vous a demandé ? Ouais, après, je pense que de manière générale, ça dépend des métiers pour lesquels on postule, mais de plus en plus souvent, il y a les scores Root.me, par exemple, qui sont mis sur les CV. Complètement. Qui peuvent être c'est un faire-valoir. Ça remplacera pas un diplôme. Mais ça peut permettre à un employeur de dire, en fait, là, j'ai une visibilité avec ce score de ses compétences techniques. Dans l'idée, je peux me projeter. Plus que juste j'ai ce diplôme. Donc là-dessus, ça va être intéressant. C'est intéressant à faire les CTF. Déjà pour savoir travailler en équipe. Ça va aider beaucoup. Parce que faire un CTF tout seul, ça en perd tous ses cheveux. Et on n'a pas le temps. On ne peut pas être au four et au moulin. En plus, il y a des disciplines qui sont différentes, donc il va y avoir des spécialités. Ça permet aussi de découvrir dans quoi on a envie de se spécialiser. Complètement. Ça peut être de la crypto, ça peut être de l'OSINT. Il y a toujours une épreuve de crochetage de cadenas. Peut-être que quelqu'un veut devenir cambrioleur professionnel, et bien il s'entraîne en CTF. Faire de la red team. Ou de la red team. Mais voilà, il y a énormément de la stegano, enfin, il y a énormément de possibilités dans les CTF. Et donc, je pense que c'est intéressant à faire pour découvrir ce qu'on aime et se spécialiser. Et après, pouvoir faire valoir cette spécialisation en disant, voilà, j'en ai fait beaucoup. Et mine de rien, il y a énormément de CTF qui sont organisés en partenariat avec la DGSE, avec la DIRISI, j'en passe, justement pour aller trouver ces pépites. Donc, se spécialiser dans les CTF, c'est un investissement. Et il peut payer. C'est pas dit qu'il paye, mais il peut payer. C'est un investissement, c'est tout le concept. Je pense qu'on a quelqu'un là qui est plutôt bien placé pour dire. Moi, je trouve que les CTF, c'est assez révélateur, hormis l'aspect technique. C'est très révélateur dans le sens où une personne participant à un CTF peut, durant toute la journée du CTF, ou même 2 jours, 3 jours dessus, peut soit être dégoûté parce que malheureusement, il n'a pas réussi à réussir une épreuve et du coup, tiens, est-ce que je vais peut-être me lancer sur autre chose ? Ou alors, ça va renforcer sa détermination et dire, mince, j'ai pas réussi à faire ça, la prochaine fois, il faudra que je fasse beaucoup mieux. Et améliorer ses axes d'amélioration. Pour moi, c'est très révélateur et c'est ce que j'encourage à tout le monde de faire des CTF. Alors, on met l'aspect technique et dire, tiens, j'ai fini 1er, 5e, 10e, c'est surtout pour soi-même. Complètement. Alors, je comprends que de ce qu'a fait Steven, je comprends que tu joues au CTF également. Tu fais des CTF Oui, c'est ça. Avec l'équipe de France, d'ailleurs, on a le partenariat avec HTB, Hack the Box, ce week-end vendredi jusqu'au dimanche. Ok, donc on a un champion avec nous, c'est ça, Steven ? Ouais, c'est ça que tu as... non, mais... Donc, tu as un joueur de CTF. Et donc là, ça va être vendredi, samedi, dimanche, c'est ça, 3 jours ? C'est ça, oui. C'est pour ça que tu parles d'investissement. Il faut s'investir. Par contre, il y a un truc qui est très différent avec la réalité, c'est quand on arrive à un CTF, on sait qu'il y a quelque chose. On sait qu'on va trouver quelque chose. Ouais. Et ça, c'est la grosse différence avec la réalité, c'est parce que
peu importe ce que c'est, il va falloir le trouver. Mais on sait que ça existe. C'est là, justement, pour être trouvé. Dans la réalité, on y va. C'est pas dit qu'on trouve quelque chose. Et puis là où tu mets le point sur quelque chose sur les CTF, c'est que non seulement on sait qu'il y a quelque chose, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie, mais en plus de ça, une vulnérabilité dans un CTF, c'est pas du tout la même chose. Exemple typique, comme ça, les techs du chat seront contents. Dans un CTF, tu peux faire, je sais pas, une évaluation de privilèges en prenant le contrôle d'un ordinateur, en faisant un reverse shell, en exploitant telle vulnérabilité d'une librairie, etc. Et dans la vraie vie, une configuration CSP sur un site web qui est pas bonne, et c'est une vulnérabilité. C'est vrai. Pour les néophytes, grosso modo, d'un côté, on prend le contrôle d'un PC et on joue Mister Robot. De l'autre côté, on a juste vu qu'il manquait une ligne dans un fichier de configuration. Et pour autant, c'est une vulnérabilité. Le client doit en être informé parce que, mis dans un grand scénario, c'est quelque chose d'exploitable. Donc, les CTF sont importants parce que ça veut dire qu'on sait le faire. En revanche, la désillusion quand on arrive sur le terrain du pentest, sur le terrain de l'offensif, pour ceux qui s'orientent vers ce secteur-là, attention à garder sa détermination et à bien penser que pensée vaste. Il n'y a pas un chemin qu'on doit suivre, il y a une pléthorée de vulnérabilités qu'on doit recenser et ensuite rédiger dans un rapport, etc. Router la machine, c'est pas forcément... Ça arrive, mais de venir mettre d'une machine lorsqu'on le fait, c'est le but ultime, parce que c'est là qu'on a réussi, mais c'est pas ce qu'on remonte le plus. On va remonter beaucoup plus de vulnérabilités qui sont moins graves, moins impactantes, mais qui sont tout aussi importantes, légalement par exemple, elles peuvent être hyper importantes. Enfin, il y a des obligations à respecter, et donc c'est pour ça que router une machine, c'est marrant en CTF, c'est marrant dans la vraie vie aussi, c'est hyper drôle, mais c'est pas forcément ce qui va arriver le plus. Voilà. Alors c'est vrai que moi, de ce que j'ai comme retour des CTF, c'est que c'est un très bon complément. Enfin, forcément, nous on en a un qui est le Purple Pill, et d'ailleurs Innov Campus est partenaire du Purple Pill, je crois, depuis 3 ans déjà, et vous venez avec justement plusieurs équipes de jeunes, dont des jeunes filles, donc j'étais très contente de voir ça. Steven, on était très contents de savoir que sur 250 joueurs, il y a eu quand même 50 filles qui sont venues. Je trouve ça incroyable, c'est magnifique. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans lors de la première édition, où je me souviens, il y avait une jeune fille, une dans toute la salle. Donc comme quoi ça change, mais je sais que typiquement, Innov Campus fait ce genre de partenariat, notamment avec nous sur le Purple Pill, parce que ça permet aussi de donner un moment de convivialité, parce que c'est des jeunes qui viennent d'un peu partout de France, pour pouvoir partager des moments. Ça leur permet de monter en compétences, et puis ça leur permet aussi de se challenger. Et donc d'avoir, comme tu le disais, ça sur le CV par la suite, parce que quand tu as des bons scores, ça se valorise, c'est aussi garanti d'une certaine, de certaines compétences, je pense, qu'on met en avant. Alors, on arrive à la fin de cette émission, mais avant de mettre fin, on a 3 grands messages qui ressortent justement, que je partage à l'écran avec le public, de tout ce qu'on a pu se dire. La première, c'est les formations non certifiantes sont risquées. Au-delà des arnaques, vous risquez de voir votre CV mis en dessous de la pile. Donc, les formations de 30 heures où on vous dit que vous pouvez être expert avec une vidéo, évitez, rapprochez-vous quand même d'établissements. On a de très bons établissements scolaires, d'ailleurs vous en représentez certains en France qui permettent d'avoir des formations sérieuses et qui vous mettent également en relation avec des entreprises. Vous étiez quand même de très bons exemples de ce que donne une alternance. Le deuxième point, c'est le pentest fait rêver, mais beaucoup déchante en pratique. Le métier qui est loin d'être aussi cool en pratique qu'à la télé. Voilà, c'est la réalité et le cinéma. Et le troisième message, c'est la technique s'apprend, mais sur le long terme, il faut parier sur des soft skills et notamment la capacité à manager, pour évoluer dans sa carrière. Pensez à manger aussi pour les pentests. Pensez à manger également. C'est parce qu'on est en fin de soirée, c'est pour ça. Mais écoutez, comme je vous le disais, on arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci également au public qui était à distance. Vous avez été très très nombreux à commenter, à poser des questions. Malheureusement, je n'ai pas pu relever toutes les questions, mais j'ai essayé de vous donner un petit aperçu de ce qui se passait à distance. Donc ce soir, on était en partenariat avec Innov Campus. Si vous avez des questions, si vous souhaitez peut-être vous informer sur les formations disponibles, n'hésitez pas à regarder leur page. Voilà. Apparemment, vous avez des gens qui sont plutôt satisfaits de ce qui se passe, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je vous dis à bientôt et à notre prochaine émission Risque Intel Média.